Un jeune membre de la garde nationale est mortellement abattu à l'intérieur de son propre domicile, ce qui conduit une femme de 19 ans à se retrouver face à un juge après avoir prétendument donné à la police une explication choquante concernant un jeu amoureux et une erreur mortelle. On the Case, présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Écoutez, nous couvrons beaucoup d'histoires sur la violence armée et les fusillades. Cela fait simplement partie de la couverture du monde du true crime. Et la majorité d'entre elles, je dirais, impliquent des allégations de violence ciblée. Peut-être qu'il s'agit d'une relation qui tourne mal, peut-être que c'est quelqu'un qui cherche à se venger. Même dans les cas où nous voyons des fusillades accidentelles, il y a des choses que malheureusement, nous voyons encore et encore. Peut-être qu'il s'agit d'un jeune à la maison qui prend une arme qui n'était pas rangée comme elle aurait dû l'être, et cela finit par tuer quelqu'un. Nous avons déjà vu ce genre de choses. Mais cette affaire, je ne pense pas avoir déjà vu cela depuis que nous avons commencé cette émission. Alors analysons cette histoire qui vient de Virginie, car les circonstances, encore une fois, sont quelque chose que l'on ne voit pas tous les jours. Les deux parties ont délibérément joué avec le feu et se sont retrouvées dans une situation dont elles ne pouvaient plus revenir en arrière, et une personne a perdu la vie. C'est une histoire qu'Amber McSpadden, 19 ans, aurait racontée à la police après que son compagnon de 26 ans a été retrouvé abattu à l'intérieur de son domicile. Elle risque maintenant jusqu'à 10 ans de prison pour homicide involontaire. Il y a donc beaucoup de détails choquants dans cette affaire. Nous les avons tous grâce à la police. Et nous en apprenons également plus sur la victime. Quelqu'un qui a servi ce pays, a servi à l'étranger au combat. Quelqu'un qui apparemment connaît les conséquences de l'utilisation d'une arme mortelle. Et nous parlerons de ce dont cette suspecte pourrait encore être accusée s'il y a d'autres chefs d'accusation possibles lorsque l'avocat de la défense et ancien procureur Matthew Mangino me rejoindra dans un instant. Mais avant cela, je veux résumer ce que nous savons à ce stade. Revenons là où tout a commencé. Et cela commence le 5 mars de cette année, à Virginia Beach, en Virginie. Press J3. Ambulance 1420. EMS 1. Et le bataillon 100 interviennent pour une blessure par balle sur Virginia Beach Boulevard. Et selon les documents judiciaires, Amber McSpadden, âgée de 19 ans, appelle le 911 à 1h09 du matin. Et elle dit que son partenaire, Shane Brooks, âgé de 26 ans, a été blessé par balle. Et c'est pendant qu'ils étaient, je cite, en train de jouer à un jeu. Donc à ce moment-là, la police de Virginia Beach savent qu'ils doivent se rendre à cette maison et qu'ils savent que quelque chose de terrible s'est produit. Ils arrivent donc à un endroit identifié comme étant le domicile de Brooks et ils le trouvent avec une blessure par balle, une balle dans le cou. Il a été déclaré mort sur les lieux. Max Padden, elle est ensuite placée en garde à vue pour homicide involontaire. Donc, selon la chaîne des télévisions WAVI, l'autopsie révèle que Brooks est mort d'une seule blessure par balle à la tête, juste sous le menton. Maintenant, quand on entend parler d'une blessure par balle à cet endroit précis, et c'est une autre triste réalité du true crime, je veux dire, on couvre ses affaires. Cela pourrait donner l'impression qu'une personne s'est suicidée. Mais la prévenue dans cette affaire, Max Padden, elle affirme que ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle dit que personne ne s'attendait à mourir cette nuit-là à cause de leur jeu. Maintenant, plus de détails viennent d'être révélés lors d'une audience préliminaire. Et le principal enquêteur médico-légal de la police de Virginia Beach témoigne de ce que Max Padden leur a dit. Selon cet enquêteur, Max Padden a déclaré qu'elle et Brooks entretenaient, je cite, une relation d'amis-amants. Le frère de Brooks, cependant, a déclaré à la chaîne de télévision WAVI que tous deux ne se connaissaient que depuis environ 3 mois et que Max Padden n'était pas considéré comme la petite amie de Brooks. Mais pendant leur relation d'amis-amants, Max Padden aurait déclaré à l'enquêteur qu'elle et Brooks utilisaient des couteaux et des armes à feu comme préliminaires sexuels. Lors de la perquisition du domicile de Brooks, l'enquêteur a témoigné qu'ils ont trouvé 7 armes à feu dans la pièce où Brooks est décédé. Cela inclut 2 revolvers sur le lit, même s'il n'est pas clair combien de ces armes à feu étaient réellement utilisées dans les activités sexuelles du couple. Maintenant, quoi qu'il en soit, dans ce cas précis, Max Padden aurait déclaré que Brooks lui avait remis une arme avec une seule cartouche. C'est un scénario similaire à la roulette russe. Max Padden aurait déclaré à l'enquêteur qu'elle et Brooks vérifiaient tous les deux
après avoir fait tourner le barillet de l'arme pour s'assurer qu'il n'était pas aligné sur une cartouche réelle. Et Max Padden affirme qu'elle a appuyé plusieurs fois sur la détente, mais qu'à la dernière tentative, une balle est partie et a touché Brooks à bout portant, le tuant. Comme je l'ai mentionné, Max Padden a été inculpé d'homicide involontaire en mars dernier, et sa demande de libération sous caution a d'abord été refusée. Mais selon le registre du tribunal, elle est actuellement en liberté sous caution, bien que le montant reste inconnu. Mais après l'audience préliminaire, donc cette audience a eu lieu le 14 août, un juge a estimé qu'il y avait des motifs suffisants pour poursuivre cette affaire, et l'accusation d'homicide involontaire a été transmise à un grand jury. Maintenant, après l'audience, l'avocat de Max Padden a envoyé à Ten on Your Side, qui est une chaîne de télévision locale en Virginie, la déclaration suivante. Je cite: cet incident est une tragédie que ma cliente regrette profondément, comme en témoigne sa réaction émotionnelle lors de notre audience. Comme l'ont démontré les preuves présentées au tribunal, il s'agissait d'un accident tragique que ma cliente n'avait ni l'intention ni la prévoyance de provoquer. Pour l'instant, la prochaine comparution prévue de Max Padden au tribunal est fixée au 21 octobre. Nous devrons donc attendre et voir si le grand jury rend un acte d'accusation. Mais souvenez-vous, alors que Max Padden attend son sort dans le système judiciaire, il y a cette famille, la famille de quelqu'un qui a servi à l'étranger et qui pleure la perte de leurs proches. Shane Brooks, âgé de 26 ans. Selon sa nécrologie, il était diplômé de Old Dominion University en Virginie. Il avait un diplôme en sciences. Il était décrit comme un marathonien très décoré qui aimait aussi passer du temps en plein air, à chasser, pêcher et même piloter. Il avait son brevet de pilote. Et il a également servi son pays en tant que sergent-chef dans la Garde nationale de Virginie pendant une décennie. Il a effectué une mission de 9 mois en Irak. L'avis de décès s'est conclu ainsi, je cite: bien que son passage ici ait été bien trop court, Shane a laissé une empreinte durable sur tous ceux qui l'ont connu. On se souviendra de lui pour son esprit d'aventure, sa force et son cœur incroyablement doux et généreux. Par-dessus tout, on se souviendra de l'amour qu'il partageait si librement avec ses proches. Pour en parler davantage, nous recevons l'avocat pénaliste et ancien procureur Matt Mangino. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. C'est une affaire vraiment unique, pour le moins. Je ne sais pas si j'en ai déjà couvert une comme celle-ci auparavant. Mais disons simplement que vous êtes le procureur dans cette affaire. Le détective vient vous voir, vous raconte ce que Max Padden lui a dit à propos de cette nuit-là. Comme, quelle est la stratégie qui vous conduit à cette accusation d'homicide involontaire? Eh bien, je pense que la stratégie, c'est que, de toute évidence, il ne s'agit pas d'un acte intentionnel. Ce n'est pas quelque chose que les deux, la victime et le tireur, avaient envisagé. C'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu de faire, de s'entretuer ou de tuer l'un d'entre eux. Mais cela ne vous absout pas de la responsabilité pénale. D'accord? Donc, selon la loi, vous savez, elle est accusée d'homicide involontaire. Et l'homicide involontaire, c'est un homicide accidentel. D'accord. Et c'est ce qui semble s'être passé ici, quoi qu'ils faisaient, peu importe comment ils avaient organisé cela, peu importe depuis combien de temps ils étaient impliqués dans ce genre de préliminaire, comme cela a été décrit. L'intention n'était pas de tuer, mais cela a entraîné un décès. Et je pense que c'est là-dessus que les procureurs se concentrent. Parce que, vous savez, si on regarde son histoire, il n'y a pas de témoin. Elle est la seule témoin qui était présente. Comment pouvez-vous déterminer ça, vous savez? Du moins, il semble que le détective, enfin, il a témoigné qu'il croit que c'est ce qui s'est passé, que c'était une sorte de... Vous savez, chacun a ses propres trucs. Bien sûr, c'est très dangereux, mais vous savez, il se livre à ses préliminaires, et puis, vous savez, ça finit par arriver. Et le récit que les forces de l'ordre auraient donné, c'est qu'il lui donne l'arme. Apparemment, elle est placée sous son menton. Et ensuite, elle appuie sur la détente 3 fois. Comment en arrive-t-on à croire que c'est une histoire plausible? Eh bien, je suppose que cela repose sur ses propres aveux qu'elle a été interrogée. Elle dit à la police, hey, c'est quelque chose que nous avons fait. C'était quelque chose qui nous plaisait. Vous savez, il a un passé militaire, il possède ses armes à feu, et c'est quelque chose que nous avons fait. Vous savez, pour s'amuser. Et vous savez, malheureusement, dans cette situation, vous savez, une balle a été introduite dans la chambre. Elle a été tournée. Nous avons fait ce que nous faisions d'habitude pour le frisson que ça nous procurait.
Et quand j'ai appuyé sur la gâchette la troisième fois, une balle était dans la chambre et il a été touché au cou et tué. D'accord. Et c'est juste, vous savez, c'est juste, je veux dire, c'est terrible évidemment. Et puis il y a les moments intimes des gens qui sont maintenant, vous savez, partout. Vous savez, partout dans le pays, avec des gens qui parlent de cette affaire. Est-ce qu'il aurait pu y avoir un argument ici pour un meurtre au second degré? Parce que je me disais juste, vous savez, je ne connais la roulette russe qu'à travers les films. Et d'après ce que je comprends, c'est comme, vous savez, le célèbre film Voyage au bout de l'enfer, si les gens l'ont vu, C'est ça. où on appuie qu'une fois sur la détente, et c'est tout. Mhm. Vous voyez, dans ce cas, on appuie 3 fois. Vous savez, aurait-il pu y avoir ici un argument pour, potentiellement, une accusation de meurtre au second degré? Eh bien, je veux dire, vous savez, comme vous l'avez dit, Chris, c'est une roulette russe extrême. Je veux dire, on ne prend pas ce genre de risque et on ne fait pas tourner le barillet, vous savez, appuyer sur la détente en espérant survivre. Non. Ici, la détente a continué d'être pressée. Et donc, au final, la question serait celle de l'intention. Et l'intention a-t-elle pu se former entre la première fois où vous avez appuyé sur la détente et la troisième fois? Peut-être que l'idée, c'est que vous jouez à la roulette russe. Vous faites tourner le barillet, vous appuyez une fois sur la détente, et c'est tout. Mais là, il s'agit de quelqu'un qui a appuyé 3 fois sur la détente. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça modifie l'état d'esprit? Évidemment, à ce stade, il ne semble pas que les procureurs le croient. À ce stade, il semble que ce soit vraiment une affaire étrange, un acte intime entre deux pour les sensations que cela procurait et que la mort était accidentelle. Et c'est pourquoi je pense qu'ils poursuivent pour homicide involontaire. À quel point l'accusation d'homicide involontaire semble-t-elle solide du côté du procureur? Je pense que c'est un dossier solide, vous savez, en se basant sur ce que le prévenu a déjà dit, sur les déclarations qui ont été faites. Parce qu'évidemment, il faut croire qu'ils ont reconstitué tout cela, vous savez, en se basant sur le fait que, euh, vous savez, quelqu'un a expliqué ce qui s'est passé. Et la seule personne qui pourrait le faire, c'est le prévenu dans cette affaire. Donc ces déclarations vont être très solides pour l'accusation. Et deuxièmement, vous savez, l'homicide involontaire, par sa nature même, dans l'État de Virginie, la loi dit que c'est un homicide accidentel. Et vous savez, dans les faits, comme nous le voyons et comme les procureurs l'ont vu, cela ressemble à un accident vraiment, vraiment tragique. Parce que de l'autre côté, je pense que pour la défense, vous savez, et il y a, selon le récit qui a été donné, et nous ne savons que ce qu'elle dit, parce qu'elle est la seule témoin de cela, qu'il y a donné l'arme. Et peut-être qu'il y a l'argument qu'il pourrait avancer, qu'il était celui qui, vous savez, il a 26 ans, il est allé à l'université, il a servi à l'étranger. Je veux dire, c'était un gars très accompli. Et il perd malheureusement la vie. Par exemple, si la défense soutenait que c'était lui qui menait réellement la danse, qu'ils allaient jouer à ce jeu, et c'est lui qui lui a donné l'arme, c'est lui qui l'a placée sous son menton. Vous savez? Et que la défense essaie presque de faire croire que c'est lui qui faisait tout ça, et qu'elle a simplement été entraînée là-dedans. Comment pouvez-vous présenter cet argument à un jury? Est-ce que ce serait potentiellement une défense dans une affaire où, évidemment, on sait qu'à la fin, cette arme fait feu, elle était présente, et il perd la vie? D'accord. Et je pense que la défense analyse peut-être cela de très près. Parce que, comme tu l'as dit, Chris, c'est un diplômé universitaire. C'est un vétéran de la garde nationale depuis 10 ans. Il a fait une mission en Irak, un déploiement. Je dirais qu'elle a 19 ans. Je suppose que ces armes lui appartenaient. Vous savez, c'est un militaire. Et je fais une supposition ici, mais il y avait 7 armes là-bas. 2 d'entre elles posées sur le lit. Je pense que ce sont probablement ses armes. Donc la question est-ce qu'il, comme vous le savez, quelqu'un de plus mature, avec plus d'expérience de vie d'une certaine manière, vous savez, impliquer cette jeune femme de 19 ans, même si elle est adulte, cette jeune femme de 19 ans impliquée dans ce genre de comportement et de préliminaires très dangereux. Donc je suis sûr que la défense examine de près, vous savez,
qui a provoqué toute cette histoire de roulette russe en quête de sensations fortes qui a entraîné sa mort. Et quand il s'agit de ce que vous comprenez, peut-être à partir des affaires sur lesquelles vous avez travaillé, quand il s'agit de balistique, pouvez-vous faire la différence entre, vous savez, quelques, je veux dire, malheureusement, selon où l'arme était pointée, on voit beaucoup de cas de personnes qui mettent fin à leur jour de cette façon. Nous avons vu des cas où les gens disent que c'est, vous savez, que c'est quelqu'un qui s'est suicidé, mais ensuite cela s'avère être une affaire de meurtre. Comme dans ce cas, il ne semble pas qu'il y ait eu de lutte concernant l'arme et l'endroit où elle a été déclenchée. Comment cela peut-il potentiellement entrer en compte? Si cela montre que, je veux dire, si la balistique ne révèle aucun signe de lutte, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire la différence? Vous savez, comment cela peut-il influer sur le déroulement de l'affaire au tribunal? Eh bien, je pense que, premièrement, on va regarder et grâce à la médecine légale et à d'autres analyses médico-légales, ils peuvent déterminer exactement la trajectoire de la balle. Vous savez, et en se basant sur ces déclarations et la version des faits qu'elle donne, Vous savez si cela correspond vraiment à ce qui s'est passé dans cette chambre ce matin-là? Je pense, vous savez, ce qui est important quand on regarde, vous savez, la médecine légale, ce n'est pas tellement que cela prouve exactement ce qui s'est passé, mais cela peut souvent contredire la version des faits avancée par quelqu'un. Et ici, encore une fois, je suppose que le travail qu'ils ont effectué en termes d'enquête est cohérent avec ce que l'accusé leur a dit, puisqu'ils ne poursuivent pas pour meurtre. Vous savez, ils poursuivent pour homicide involontaire. donc il sera intéressant de voir comment cela va se dérouler et ce que la défense va faire pour essayer de faire porter la responsabilité ailleurs. Et nous avons encore un long chemin à parcourir avant le procès, si jamais cela arrive jusque-là. Mais le fait qu'elle soit la seule témoin, c'est elle qui pourrait potentiellement aller en prison pendant une décennie. Quelle est la probabilité, ou si vous étiez son avocat de la défense, et avançons un peu, disons que nous sommes au procès, elle a plaidé non coupable. Quelle est la probabilité que ce soit une situation où faire témoigner votre cliente pour sa propre défense serait une bonne idée? Eh bien, vous savez, c'est toujours un risque pour un accusé de témoigner. Et c'est probablement la décision la plus importante qu'une équipe de défense doit prendre, à savoir s'ils font témoigner leur cliente à la barre des témoins ou non. Maintenant, je ne sais rien de son casier judiciaire. C'est une jeune femme. Donc elle n'a pas beaucoup d'antécédents. Vous savez, y a-t-il quelque chose qui pourrait être utilisé pour discréditer son témoignage si elle devait témoigner? Mais vous savez, cela doit un peu se démêler au fur et à mesure que vous voyez ce que l'accusation va faire dans cette affaire. Vous savez, je ne serais pas entièrement surpris de voir, encore une fois, d'après des déclarations que je n'ai pas vues, que cette affaire pourrait finir par une sorte de négociation en vue d'un plaidé coupable afin de la résoudre. Mais vous savez, cela dépend simplement de ce que la défense pense. Vous savez, qu'ils peuvent faire dans cette affaire. Évidemment, ils n'ont aucune responsabilité dans cette affaire. Ils n'ont rien à prouver. C'est au parquet de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Mais il serait prématuré de dire, je serais curieux de voir quelle explication plausible la défense pourrait avancer pour l'absoudre de toute responsabilité pénale. L'affaire va maintenant être présentée à un grand jury. Et je sais qu'il y a ce vieux dicton qui dit qu'un grand jury pourrait inculper un sandwich au jambon. Beaucoup de sandwichs au jambon ont été inculpés au fil des années. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre situation actuelle et à ce qui pourrait arriver ensuite? Surtout quand on commence à se demander si c'est une affaire ou un accord de plaidé coupable aurait du sens. Oui, eh bien, c'est intéressant, Chris, parce que, tu sais, par exemple, ça se passe en Virginie. Et dans la juridiction où je pratique, en Pennsylvanie, c'est nous n'avons pas d'audience préliminaire avant qu'un grand jury ne prononce effectivement un acte d'accusation. Donc on élimine en quelque sorte le grand jury et on a l'audience préliminaire comme première étape dans l'affaire. Et puis, ça pense au procès, à la phase préliminaire et à d'autres choses comme ça. Donc, c'est un peu différent. Une façon différente de procéder sur le plan procédural. Mais oui, tu as eu une audience préliminaire. Je ne vois aucune raison pour laquelle il n'y aurait pas d'acte d'accusation dans cette affaire.
Et ensuite, l'affaire avancerait, à travers les requêtes préliminaires et, en fin de compte, jusqu'au procès. Et si cela va devant un grand jury, tu sais, c'est une affaire d'homicide involontaire à ce stade. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'un grand jury dans ce genre d'affaires peut faire en sorte qu'elle se retrouve avec plus de chefs d'accusation qu'au départ? Eh bien, cela dépendrait de ce que l'accusation présenterait au grand jury. Donc, tu sais, s'il propose d'autres options que l'homicide involontaire, c'est possible. Je pense pas que ce soit probable. Je pense que c'est une affaire que les procureurs considèrent comme un cas d'homicide involontaire et je ne vois pas qu'ils changent de direction à ce stade. Tu sais, on couvre beaucoup de choses. La violence par arme à feu est une réalité dans le true crime aussi. Malheureusement, c'est une réalité dans de nombreux coins de ce pays et du monde. Je ne me souviens pas d'une affaire comme celle-ci. Tu sais, je pense qu'il y en a eu une impliquant une mannequin OnlyFans et un homme a perdu la vie récemment lors d'un procès. Mais as-tu déjà couvert ce genre d'affaires, juste pendant ta carrière? À quelle fréquence vois-tu quelque chose comme ça? Tu sais, j'ai jamais eu d'affaires dans ma carrière qui traitait spécifiquement de la roulette russe et je pense que cette affaire est inhabituelle d'une certaine manière. Tu sais, comme tu as parlé du film Voyage au bout de l'enfer, en général, la roulette russe, c'est quand quelqu'un a une arme dans sa propre main, il fait tourner le barillet, il appuie sur la détente et provoque sa propre mort. Et je pense qu'il y a eu au moins une affaire dont je me souviens qui a attiré l'attention nationale où quelqu'un a encouragé une autre personne à jouer à la roulette russe et à finalement mettre fin à sa propre vie. Tu vois, donc, tu sais, il y a beaucoup de choses ici qui sont un peu différentes, tu vois? Quelques nuances dans cette affaire. Mais au final, il semble, du moins d'après ce que nous savons à ce stade, et on peut en déduire que les procureurs et la défense considèrent cela comme un tragique accident. Ces procureurs veulent qu'elle soit tenue responsable, même si c'est un accident. Et je suis sûr que la défense veut qu'elle soit acquittée parce que c'est un accident. Bon, je pars un peu sur une tangente ici, c'est juste une dernière réflexion. Mais c'est comme, je me souviens du procès de Didi, et une partie de la défense pour Didi était, hé, son mode de vie n'est peut-être pas quelque chose qui a du sens pour vous. C'est, vous savez, et c'était sa défense, c'était comme, regardez, ce gars est dans des trucs bizarres. Et ça faisait partie de l'argument que tu présentes au jury. Genre, je pense à cette affaire, et selon qui est dans le jury, si c'était, vous savez, mes parents, ça les sidérerait complètement. Vous voyez, ce serait juste difficile de imaginer que des gens puissent faire ce dont on l'accuse d'avoir fait partie. En tant qu'avocat, comment fais-tu pour convaincre un jury, surtout si c'est un groupe de personnes, comme vous savez, la chorale de l'Église, qui se retrouve à être le jury? Comment fais-tu pour qu'ils voient au moins un peu les choses du point de vue de ton client? Pour eux, ce n'est peut-être pas ton truc, mais pour eux, c'est normal. C'est ce qu'ils aimaient. Et ce n'est pas, tu sais, aussi étrange que cela puisse paraître, ça ne devrait pas être quelque chose qui influence leur jugement sur la question de condamner quelqu'un. Eh bien oui, je veux dire, tu sais, au fond, si tu vas jusqu'à dire que ça, tu sais, tu pas responsable d'une certaine manière. Tu sais, c'est une question de consentement. Est-ce que c'était involontaire? Est-ce qu'il y a eu une forme de coercition contre cet accusé? On sait qu'il y avait plusieurs armes à feu qui traînaient là-bas. Tu sais, est-ce que la victime aurait pu pointer une arme sur l'accusé en disant fais tourner le barillet, appuie sur la gâchette ou je vais te tirer dessus? Je veux dire, il y a beaucoup de possibilités différentes ici. Et nous sommes juste, vous savez, en train d'imaginer des scénarios que nous inventons un peu dans nos têtes, mais c'est comme ça que les affaires fonctionnent. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Parfois, ce qui semble si évident pour tout le monde ne l'est pas autant qu'on le pense. Et certainement, quand vous avez affaire à un jury et que votre mode de vie est très, très différent de tout ce que quelqu'un dans ce jury a jamais connu, ça complique les choses. Ça rend les procès difficiles. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Je veux dire, c'est vraiment une affaire triste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez, c'était un homme qui a servi ce pays. Et, vous savez, maintenant sa famille espère obtenir justice. Nous verrons comment cela va se dérouler du point de vue de Max Padden, alors qu'elle, à ce stade, est à ce stade accusée d'homicide involontaire. Matt Mangino, avocat de la défense pénale, ancien procureur. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci Chris, c'est toujours un plaisir de vous parler. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime.
Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.